Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des châteaux forts, de leur début pour être plus précis, lorsqu'ils étaient en bois ou en pierre. Et quoi de mieux que la magnifique forteresse de Thiel, où les propriétaires ont restitué des palissades et de magnifiques ours pour traiter ce sujet. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, juste après l'intro. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur les chevaliers, le Moyen-Âge a vu l'émergence du système féodal qui a mis en place une hiérarchisation très claire et extrêmement dense de seigneurs aux importances diverses. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, on vous met le lien juste ici. Ces seigneurs avaient plus ou moins d'importance en fonction de leur position dans le royaume et en fonction de ce qu'ils possédaient comme terres et châteaux. L'autorité et la puissance de ces seigneurs se manifestaient notamment, et surtout vu le développement progressif du système féodal, par le prestige de la résidence de ceux-ci. Mais d'où viennent ces nouvelles constructions? Les châteaux sont une invention européenne apparue après la chute de l'Empire carolingien, dont le territoire a été divisé entre différents princes et seigneurs. C'est à ce moment que des systèmes de défense territoriaux furent progressivement construits afin de contrôler plus efficacement les points clés du territoire. Ces points de contrôle étaient des zones de défense passive ou active, mais étaient également utilisés comme centre de l'administration et siège du pouvoir et de l'économie. Les seigneurs utilisaient donc ces lieux comme des points de défense et de gestion nécessaires à la bonne tenue des territoires dont ils avaient la charge. Certains châteaux serviront de point d'appui pour l'implantation de villages qui se fixeront pour profiter de la sécurisation d'un territoire. Les principales formes de fortification sont l'enceinte castrale et la motte castrale qui apparaissent plus ou moins en même temps aux alentours du Xe siècle. Ce type de fortification était généralement composé de douves et d'une enceinte de pieux hérissés qui protégeait la mesnie du seigneur. Une tour-porche en protégeait l'entrée. Certaines de ces enceintes étaient renforcées d'une motte castrale, une sorte de butte artificielle entourée d'une palissade avec en son centre un fortin en bois qui deviendra plus tard souvent le donjon du seigneur. On peut alors comprendre comment sont constituées ces fortifications. Une motte castrale avec un donjon constituant le logement du seigneur qui pouvait comporter plusieurs étages, comprenant des réserves et la chambre du châtelain et de sa famille. Au sommet se trouvait une terrasse de guet afin de pouvoir observer les alentours et surveiller les mouvements ennemis. Les premiers donjons n'avaient pas d'escalier et on parvenait aux étages de la tour par des échelles et des portes ouvertes dans la muraille. C'est dans cette tour que vivait le seigneur, mais également sa famille, ses écuyers et quelques vassaux. Selon la tradition, le seigneur était en permanence entouré de sa cour. La nuit, tous dormaient sur le plancher, autour du lit seigneurial. Ce donjon était ceinturé par un mur ou une palissade, et l'accès à cette haute cour se faisait via un pont amovible, gardé d'une porte et d'une tour. En contrebas de cette motte se trouvait une basse-cour composée d'un ensemble de bâtiments qui étaient ceinturés par des murs ou des palissades de plus grande dimension. Cette basse-cour se composait d'écuries, d'habitations, de bâtiments agricoles et parfois du logis seigneurial. Le donjon sur la motte n'était alors qu'un point de défense et une tour de guet. Ces premières fortifications sont construites tantôt en bois, tantôt en pierre, selon en fonction de la richesse et de la puissance des seigneurs. En effet, ces fortifications en pierre ne sont pas apparues après les constructions en bois, mais plus ou moins en même temps, Xe, XIe siècle, et le choix des matériaux dépendait de la disponibilité de ceux-ci dans la zone de construction et de la qualification des ouvriers à disposition dans la région. Les premiers éléments à être construits en pierre sont les donjons ainsi que les palissades qui les entourent, et ensuite les basses-cours. On peut citer en exemple le cas de Gisors qui garde encore aujourd'hui les traces d'un donjon en pierre entouré d'une palissade en pierre et ensuite d'une basse-cour, elle-même ceinturée d'un mur de pierre. Il est évident que les sites diffèrent tous les uns des autres, et cela est notamment dû au relief naturel et aux particularités du territoire qui est plus ou moins abrupt. Sur un terrain généralement surélevé, si possible à proximité d'une rivière, les premiers travaux commençaient par des terrassements, et quand cela était nécessaire, le détournement d'une rivière qui remplirait ensuite les douves du château. Le chantier des fortifications commence par le dégagement du terrain, ce qui supposait le choix d'un terrain vierge ou le déblaiement d'un terrain boisé ou rocailleux. L'abattage de centaines d'arbres comme les chênes et les châtaigniers notamment, pour les charpentes et les planchers du futur château, sans compter les nombreux troncs employés pour les enceintes,
épointés et plantés en ligne. L'âge d'or des châteaux arrivera dans le courant du XIIe siècle, fortification parfois désignée château roman. Cet apogée correspond à la Renaissance du XIIe, siècle au cours duquel les grands seigneurs et chevaliers lettrés redécouvrent les traités d'art militaire romains. En 1150, les techniques de construction et les fortifications s'adaptent au progrès de la poliocrétique. La poliocrétique est l'ensemble des techniques et des actions menées pour s'emparer d'une place fortifiée ou position ennemie. Mais comment ces changements se matérialisent-ils? Les tours et les murs sont plus hauts et plus épais. Des tours flanquent les courtines afin de diminuer les angles morts. Mise en place de meurtrières, donjons circulaires et plus carrés. Et enfin, les constructions seront de plus en plus en pierre afin de résister aux nouvelles armes de siège. Les châteaux forts tels qu'ils étaient conçus et pensés à leur début deviennent obsolètes à partir du XVe siècle avec l'apparition des boulets en fer, qui étaient beaucoup plus destructeurs que les boulets en pierre. Les fortifications vont alors commencer à muter progressivement pour résister à ces nouvelles technologies. L'ingénieur aragonais Ramirez va créer des fortifications rasantes, semi-enterrées, afin de résister aux tirs comme la forteresse de Sals. Les nouveaux traités vont amener progressivement les bastions qui apparaîtront à l'époque moderne et qui se généraliseront via le marquis de Vauban, dont nous parlerons dans un prochain épisode. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et appris quelque chose. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça nous aide, le petit pouce bleu. Je remercie infiniment Perceval et Catherine, les propriétaires de la forteresse de Thil, pour leur accueil. Comme vous le savez, tous les monuments viennent de réouvrir. Ils ont des médiévales le 7 et le 8 août. Je vous invite fortement à venir y participer et à venir les visiter. On vous met tous les liens en description. Portez-vous bien et à la prochaine!